Nous avons le plaisir de vous présenter notre série de podcasts L'écho des campagnes, pensée et réalisée par Ecosystème, qui accompagne les acteurs de l'agriculture vers la transition agroécologique, en partenariat avec l'Allemand Plantcare. Nous avons souhaité mettre en avant des hommes et des femmes agriculteurs, agricultrices, entrepreneurs, professeurs, chercheurs, agronomes, formateurs qui croient dans la transition agroécologique. Bonjour Chuck. Bonjour Mathieu. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle donc Chuck de Liedkerk. J'ai 40 ans. Je suis le cofondateur et le CEO de Soil Capital, une entreprise qui accompagne les agriculteurs dans la transition de pratique vers une agriculture plus rentable et notamment rémunératrice du carbone. Alors c'est non seulement un sujet d'actualité, mais c'est un sujet qui est assez récent. Et Soil Capital, c'est pas une entreprise qui est très récente. Vous avez un gros passé là-dedans. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens en fait ? Quelle est ta formation et comment est-ce que tu as croisé la route de l'agroécologie ? Alors j'ai d'abord une formation assez multiple. J'ai commencé par des études de philosophie. Après quoi, j'ai étudié les sciences politiques et après quelques parcours ou quelques expériences entrepreneuriales, j'ai fini par compléter mes études avec un diplôme en finance. Et après ça, je suis devenu banquier d'affaires pendant un peu plus de 3 ans. Et même si je pense que la banque d'affaires m'a beaucoup formé à un professionnalisme et à une manière de voir le monde en chiffres, il me manquait une dimension de sens et de finalité que j'ai retrouvée en découvrant l'agroécologie et que j'ai découvert par hasard. En fait, rien dans mon parcours, dans mes origines ne me prédestine à l'agriculture. Je suis citadin, mes parents l'ont été aussi, et j'ai personne dans ma famille qui est agriculteur. Et j'ai vu une vidéo sur internet de quelqu'un qui s'appelle Alan Savory. Je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais c'est aujourd'hui un homme de 80-90 ans qui a dédié sa vie à régénérer des écosystèmes en utilisant le bétail. Et en fait, il a promu le pâturage tournant dynamique comme outil de régénération. Et pour moi, ça a été une très grande découverte et mes premiers pas dans le monde de l'agroécologie. Alors c'est amusant parce que Alan Savory, qui est donc un Sud-Africain, je crois. Zimbabwéen. Zimbabwéen. Ouais. Donc, on n'est pas très très loin. Non. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il s'est inspiré d'un Français, André Voisin. Exactement. Ouais. Qui a travaillé en France, beaucoup à Cuba, etc. Et en fait, les Français redécouvrent aujourd'hui ces techniques en fait, via le monde anglo-saxon, mais c'est des techniques qui datent des années 60 en France et c'est assez amusant. Donc tu dis, tu découvres par hasard l'agroécologie avec une formation à la base plutôt de financier et de banquier. Tu croises l'agroécologie, l'étape d'après, c'est quoi ? Alors, en fait, le jour où j'ai découvert Alan Savory, il s'est passé plusieurs choses dans ma tête. D'abord, j'ai retrouvé cette notion de sens qui était si importante pour moi. J'ai aussi compris qu'il y avait la possibilité qu'un type d'agriculture qui régénère des écosystèmes et pas des écosystèmes puisse aussi être plus rentable, parce que quand on prend un sol dégradé et non productif et que à travers un retour d'une activité qui elle-même est productive, la gestion du bétail, si elle est bien conduite, va pouvoir rémunérer l'éleveur, eh bien on peut rajouter de la fertilité au sol, on peut ajouter du bétail d'année en année, la valeur du foncier va s'accroître, les retours financiers de l'opération bétail vont s'accroître également. Et en fait, cet alignement entre rentabilité et environnement, pour moi, est une excellente nouvelle parce que
potentiellement, c'est pour ça qu'on peut espérer voir l'agroécologie, l'agriculture régénérative, comme j'aime bien en parler, devenir la norme plutôt que l'exception de notre vivant, ou même très vite. Mais je pense que, j'en profite pour répondre un peu au-delà de la question, aujourd'hui il y a dans le paysage agricole, mais aussi public et médiatique aujourd'hui, une notion qu'entre agriculture rentable et productive d'une part et agriculture environnementale, il y a une contradiction et il faut choisir. Mais alors ça, je le dis avec ma logique peut-être de banquier, mais bon, depuis qu'on a roulé notre boss, mon cofondateur Nicolas qui est agriculteur et moi depuis 9 ans dans l'agroécologie, on se rend compte que c'est pas nécessairement vrai. Quand l'outil de production c'est la photosynthèse, eh bien la fertilité naturelle des sols, le stockage de carbone, le fait de produire des trucs, qu'il s'agisse de culture, d'élevage ou simplement de restaurer des écosystèmes, et tout ça, ça va dans le même sens. Et c'est vraiment à ça qu'on a voulu s'attacher en créant Soil Capital, c'est promouvoir cette idée qu'on peut aligner performance environnementale, performance agronomique et performance économique. Donc ça y est, on est arrivé à Soil Capital et à sa création il y a 9 ans. À la base, en fait, d'ailleurs, c'était pas du tout une entreprise qui avait vocation à rémunérer les agriculteurs pour le stockage de carbone. Qu'est-ce que vous avez d'abord fait comme activité avec ton complice ? Plein d'erreurs, pour commencer. Et je pense que c'est vraiment en faisant des erreurs qu'on apprend. Un de mes collègues m'a récemment dit pour que ça pousse, il faut se planter. Et la première version de Soil Capital, c'était d'être un fonds d'investissement et on voulait nous-mêmes acquérir des terres agricoles très dégradées dans des zones où justement il y avait un potentiel de revaloriser des terrains très dégradés. Et, avec la naïveté qui caractérise sans doute pas mal de jeunes entrepreneurs, on s'est dit que l'Australie c'était pas mal. Donc on est parti avec notre baluchon en Australie pour découvrir des possibles opportunités d'investissement. Et au fond, tout le monde nous a dit, écoutez, vous êtes fous, vous êtes basé en Europe de l'Ouest et vous avez choisi l'autre côté de la planète pour aller vous intéresser à l'agriculture. Qu'est-ce qui vous prend ? Et il s'est passé quelque chose de très intéressant pour moi personnellement à ce moment-là, c'est que j'ai fait la connaissance d'un autre banquier qui était un banquier des agriculteurs dans la région de l'Australie de l'Ouest, à Perth. Et je lui disais que ce qui m'intéressait moi, c'était de régénérer les hectares des agriculteurs australiens. Et je me suis fait engueuler. Il m'a dit, écoute, non, c'est pas ça qui t'intéresse. Tu as une bonne idée, tu veux avoir de l'impact, ça va flatter ton ego. Mais si tu crois que tu t'intéresses plus à l'hectare australien que tu connais pas son type de sol, tu connais pas ses potentiels, tu connais pas son contexte, tu connais pas son histoire, tu ne vis pas dessus et tu n'en vis pas. Pourquoi est-ce que toi, tu crois que tu es plus intéressé par cet hectare-là que l'agriculteur qui y travaille ? Et c'est typique de personnes comme toi de penser que vous avez plus à cœur l'avenir de la planète ou l'avenir de l'écosystème ou l'avenir de chacun des hectares qui constituent cet écosystème que les agriculteurs qui s'en occupent. Et pour moi, ça a été une autre révélation qui est j'ai peut-être pas la légitimité d'être en première ligne sur la régénération de notre écosystème et que de toute façon ça passera par les agriculteurs. Donc ça c'était une première révélation et c'est peut-être une digression par rapport à l'histoire de Soil Capital parce que je vous cache pas qu'on n'a jamais levé de fonds pour investir en Australie, mais pendant qu'on essayait d'en lever, on a fait la connaissance d'un entrepreneur belge, comme moi, je suis belge aussi, et qui trouvait que notre idée d'aligner impact environnemental et impact économique et agronomique des fermes était intéressant. Et il nous a proposé de reprendre la gestion d'un portefeuille de terres agricoles qu'il avait à travers toute la planète. C'était quand même un très gros portefeuille.
il y avait plus de 80 000 hectares, dont 5 000 hectares en ferme fruitière. Je vous laisse imaginer ce que c'est quand on voit la valeur d'un hectare en fruitier. Et voilà, il y avait des opérations en Argentine, au Brésil, en Uruguay, en Afrique du Sud, en Turquie. Et le mandat qu'on a reçu, c'était de régénérer ces terres, ou de transitionner ce portefeuille d'une agriculture conventionnelle vers une agriculture régénérative le plus rapidement possible. Je dirais pas qu'on avait carte blanche, mais le niveau de confiance était très élevé. Et donc ça a été pour nous une occasion très concrète de commencer à mettre en œuvre des idées qu'on avait, que mon cofondateur, dont je dois quand même dire un mot, Nicolas Verskure, avait pratiqué depuis longtemps, parce que lui est agriculteur et agronome. Mais pour moi, c'était vraiment la première occasion de me lancer dans l'aventure agricole, pas en tant qu'agronome, en tant que dirigeant d'entreprise, mais voilà, c'était une approche qui me plaisait bien. Donc, Sol Capital, vous essayez vous changez de modèle plusieurs fois, et puis vous apparaissez sur le tout nouveau marché du carbone. En quoi est-ce que pour toi, ce marché du carbone, ça représente en fait une opportunité ? On a bien compris que l'agriculteur était quand même au centre du projet. En quoi c'est une opportunité pour les agriculteurs ? Et pourquoi est-ce que c'est une opportunité, de manière plus générale, un mot valise pour la planète ? Alors, on peut commencer pour la planète. Je pense que tout le monde parle du changement climatique, et c'est vrai, il y a une urgence climatique, c'est très très clair, et il faut y répondre. Je pense que il y a aussi un sujet de souveraineté alimentaire, d'autonomie alimentaire, de retour à des modèles qui nourriront des communautés plutôt que de nourrir le monde. Je pense que on sort aujourd'hui d'un modèle extractif qui mine les sols de leur fertilité naturelle, et qu'il s'agit de revenir à un modèle qui va restaurer cette capacité à produire une alimentation saine et abondante sur le long terme. Donc double enjeu. Pour l'opportunité de l'agriculteur, on dit souvent que la rémunération carbone est une cerise qui peut être très grosse, mais une cerise néanmoins sur un gâteau économique qui est beaucoup plus important. Que même sans rémunération, le carbone, c'est bon pour l'agriculteur, c'est bon pour la fertilité de son système, c'est bon pour la rentabilité de son système, et peut-être de plus de manières qu'on ne le pense. En Angleterre, on a vu maintenant des contrats de fermage variés en fonction de l'accroissement du taux de carbone dans les sols. En Australie, on a vu même des ventes se faire en fonction, ou la valorisation de terres à la vente se faire en fonction du taux de carbone ou de matière organique dans les sols. Et je pense que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important, parce qu'on arrive dans une analyse de plus en plus fine de la manière dont le carbone, parmi d'autres indicateurs, mais notamment est un déterminant de la fertilité. Et puis alors, il y a la rémunération carbone. Et aujourd'hui, c'est un sujet assez nouveau, mais on sent bien qu'il y a une demande qui commence aux consommateurs. Il y a une angoisse du changement climatique. J'ai un fils, et depuis que mon fils est né, je ne regarde plus les nouvelles sur l'environnement et le changement climatique de la même manière, pour ne pas paraître alarmiste, mais pour le dire vraiment comme je le formule dans ma tête. J'ai peur que mon fils grandisse dans une misère économique, environnementale et alimentaire importante. Et on parle de quelque chose qu'on va vivre dans notre génération ou dans la génération suivante. Donc oui, ça motive, et ça motive tout un tas de consommateurs. Et ça crée
des actes d'achat responsables, ça crée la conscientisation auprès d'énormément d'acteurs, notamment les filières, on pourra peut-être en reparler après, mais les États également, de soutenir des solutions qui répondent aux enjeux climatiques. Et aujourd'hui, on est sur une rémunération carbone qui est encore, je pense, petite, mais je crois qu'elle va croître pour l'agriculteur d'une manière significative. Dans le milieu agricole, hein, les remontées du terrain, c'est encore une fois, ça vient d'en haut. Effectivement, hein, les problématiques de changement climatique, les accords successifs internationaux sur le sujet, la mise en place du marché du carbone obligataire, puis du marché volontaire, en fait, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Et la réaction de beaucoup d'agriculteurs, c'est de dire, en fait, voilà, on a encore quelque chose qui va se superposer, ça va conduire à des cahiers des charges. Encore une fois, c'est pas nous qui allons avoir la valeur ajoutée. Et c'est là où j'ai envie de placer. Tu viens de lâcher le mot filière. On sait que la majorité des agriculteurs de la planète sont inclus dans des filières qui les dépassent souvent. Et est-ce que justement la manière dont vous abordez les choses, etc., est-ce que vous accroissez en fait le degré de liberté de l'agriculteur ou des filières, parce qu'elles-mêmes subissent aussi plus gros qu'elles, voilà. Est-ce que en fait c'est un enfermement supplémentaire sous couvert de changement climatique, sauver la planète, ou en fait est-ce qu'on a dedans des bras de levier pour pouvoir avoir de la liberté? Alors c'est intéressant comme question. Je pense que il y a deux manières de vivre le sujet carbone. De l'accepter et de l'accueillir à bras ouverts parce qu'il s'agit vraiment d'une opportunité, ou d'y résister et un jour d'être contraint de devoir emboîter le pas. Pour le dire peut-être d'une manière plus succincte, si tu crois que c'est une opportunité ou si tu crois que c'est une contrainte, tu as raison. Donc tout dépend de la manière dont tu abordes le sujet. Et je pense que, en tout cas, l'effort de Soil Capital, quand on développe un programme de rémunération carbone, c'est de créer l'opportunité plus que la contrainte pour l'agriculteur. Des éléments très concrets. Un agriculteur qui s'inscrit dans notre programme peut sortir du programme à tout moment. Il n'y a pas de cahier des charges imposé. Évidemment, le calcul du bilan carbone répond à une réalité scientifique qu'on essaye d'approximer et qui va s'améliorer d'année en année. Et ça, c'est à l'agriculteur de choisir quelle quantité de carbone il va stocker. Mais personne ne l'oblige à stocker la moindre quantité de carbone. En revanche, s'il décide d'activer les leviers de l'agriculture de conservation, il va aller chercher plus de carbone et il va trouver une opportunité. Je pense qu'on va pas pouvoir, en tout cas, je ne vois pas comment on va pouvoir priver l'agriculteur du droit de détenir un crédit carbone et d'être le premier bénéficiaire de sa valeur. Aujourd'hui, il y a des entreprises comme Soil Capital et d'autres qui sont en train d'amener des programmes carbone sur le marché. Les agriculteurs comparent tout le monde pour voir qui va prendre la plus petite commission pour laisser le plus d'argent à l'agriculteur, qui est capable d'aller chercher le meilleur prix pour l'agriculteur. Et avec le fait qu'il n'y ait pas d'engagement dans ce genre de programme, lié au fait qu'il n'y ait pas de cahier des charges, la liberté de l'agriculteur est très grande. Mais il faut commencer à quand même se poser la question du carbone parce qu'on ne vit pas dans un vase clos. Il y a les attentes des consommateurs, de la société, du régulateur et il faut être capable d'y répondre. Ça, c'est sur le sujet carbone d'abord. Sur le sujet filière, je pense aussi que mais pour l'instant, on voit des filières qui se structurent plutôt de manière à créer des opportunités pour les agriculteurs. Et il y a un exemple que j'aime bien donner parce que d'abord il est réel et voilà, ça. Je suis belge donc je vais parler de bière. Un malteur avec lequel nous sommes en contact nous a proposé d'aller voir des brasseurs pour voir si les brasseurs étaient prêts à payer une prime pour de l'orge bas carbone. Et les brasseurs ont dit OK, on veut bien payer une prime qui est de l'ordre de 2 centimes d'euros
par litre de bière, ce qui pour le consommateur est insignifiant et représente dans la structure de coût de la production de la bière quelque chose de très marginal. Eh bien, ces 2 centimes d'euros, c'est probablement entre 30 et 40 euros à la tonne d'orge, ce qui change la vie de l'agriculteur, à condition que ces 2 centimes d'euros soient intégralement reversés à l'agriculteur. Et donc tout d'un coup, parce que aujourd'hui il y a une rareté à cette orge bas carbone, eh bien on peut voir émerger cette filière. Mais au-delà de ça, je dirais le carbone, il a une valeur sociétale qu'on reconnaît de plus en plus. Aujourd'hui, le prix du carbone, il tourne entre 30 et 90 euros. Mais le GIEC est d'accord pour dire que le prix du carbone devrait être 150 euros. Et je pense qu'il y a un moment donné où on va atteindre un seuil incompressible de 150 euros. Et les agriculteurs vont être capables de stocker 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes à l'hectare, ce qui va leur faire un revenu de 150, 300, 450 euros de l'hectare. Enfin, c'est en tout cas mon espoir. Et ça, c'est des montants qui changent la vie des agriculteurs. Et je pense que ça peut véritablement retourner cette tendance de voir se marginaliser la population agricole parce qu'il y en a de moins en moins. Ils sont pointés du doigt comme étant ceux qui détruisent la planète. C'est faux. Ils sont tout à fait capables d'offrir l'image inverse et de retourner cette tendance. Juste un point, tu as lâché un mot tout à l'heure, agriculture de conservation des sols. Donc on voit qu'il y a des pratiques en fait qui sont séquestratrices de carbone. Justement pour un agriculteur, quels sont les leviers qu'il va pouvoir actionner pour avoir en fait un bilan favorable et donc espérer bénéficier de ces fonds? Oui, alors aujourd'hui on se base sur un modèle qui est celui du Cool Farm Tool. C'est un modèle extrapolatif, donc ce que le modèle va dire ne dit pas tout du carbone et ne dit pas tout de la fertilité, ou en tout cas ne dit pas tout du rôle du carbone dans l'écosystème. J'ai envie de dire que il va continuer à évoluer ce modèle. Mais qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui ? D'abord que remplacer des engrais de synthèse par une fertilisation organique, c'est ce qui va avoir de loin le plus grand impact. Parce qu'il y a le double effet qui se coule de l'arrêt de la production d'un azote de synthèse qui est très énergivore, souvent à base d'énergie fossile. Et il y a le retour de matière organique au sol, en plus de l'effet fertilisant de la fertilisation organique. Le deuxième levier, c'est les couverts végétaux. Le troisième levier, ça va être la réduction du travail du sol. Quatrième levier, c'est la diversification de l'assolement. Et plus on met de légumineuses dans un sol, dans un assolement, plus l'impact carbone sera positif. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire que je suis très curieux de voir avec les prix de l'azote aujourd'hui ce que ça va avoir comme impact sur la rotation et la présence de légumineuses dans la rotation, parce que maintenant qu'il y a une rémunération carbone pour aller chercher cet azote sans énergie fossile, eh ben, est-ce que ça va changer quelque chose dans les choix d'assolement des agriculteurs? Et puis, le dernier élément, c'est l'agroforesterie, dans les cas encore assez anecdotiques des participants de notre programme. Je voulais revenir sur un point sur le marché du carbone. Est-ce que pour toi, c'est un marché qui doit être le plus libre possible, ou ça doit être un marché réglementé par pays ou au niveau européen? Enfin, comment tu perçois un peu l'évolution? Et la deuxième question, c'est justement tous les acteurs. On sait qu'en France, le monde agricole est géré par différents acteurs, des strates, les ministères, des chambres d'agriculture, les syndicats, etc., les COP. Comment tu perçois tout ça, toi qui contactes directement les agriculteurs, et au-dessus d'eux, toute une strate d'administration ou je dirais d'acteurs importants qui vont aussi s'accaparer de ce marché du carbone pour avoir aussi leur,
leur impact ou leur leur dû, on va dire, la valeur. Comment ils vont capter ça aussi, eux? Oui. Alors, nous, on a fait les choses à la belge, hein. C'est-à-dire que on a voulu faire très très simple. Et on a commencé par regarder les deux acteurs les plus importants, les agriculteurs bien sûr, et les acheteurs de crédit carbone d'autre part. Et pour les agriculteurs, ce qui est important, c'est que ce soit pratique, que ce soit porteur d'opportunités, que ce soit pratique. Ça ne demande pas trop de temps, que ce soit pas trop cher, que ce soit compréhensible, si c'est possible, que ce soit ludique, que ce soit intéressant. Voilà, ça. Et pour les acheteurs, il fallait qu'un programme soit solide. Et l'alliance de ce caractère pratique et de cette solidité va nous permettre de rémunérer des agriculteurs pour le carbone qu'ils stockent dans les sols ou qui réduisent de leur bilan vite, bien et longtemps. C'est ça qu'on veut faire, c'est rémunérer les agriculteurs vite, bien et longtemps. Vite suppose qu'on va s'accommoder d'imperfections et on va s'imposer un principe d'amélioration continuelle pour faire évoluer notre programme. Et le bien et longtemps, c'est justement ça. C'est cette amélioration continuelle sur laquelle on travaille. Maintenant, il est clair que le carbone est un sujet trop important pour faire l'économie du politique. Et dans un monde où les opportunités carbone peuvent créer un appel d'air pour toutes sortes d'initiatives honnêtes ou moins honnêtes, je pense que c'est nécessaire d'avoir un cadre qui régule et qui solidifie, qui apporte de la confiance. Et donc nous, on était les premiers sur un marché carbone. J'ai la prétention de penser qu'on est honnête. Mais j'appelle une régulation, mais une régulation élégante, pas une régulation lourde. Une régulation qui tienne compte des apprentissages que des entrepreneurs qui ont investi sur le terrain beaucoup pour apprendre comment fonctionnent ces programmes carbone et qui peuvent partager ces connaissances. Seul Capital, par exemple, est tout à fait demandeur de partager avec la France, avec l'Union européenne, ces apprentissages pour avoir le modèle le plus élégant, le plus solide et le plus pratique pour les agriculteurs. Et je pense que c'est vraiment ces deux acteurs-là qu'il faut avoir en tête. Les filières, l'aval, l'amont, les représentants, les partenaires des agriculteurs, tout ça, ils trouveront leur compte si les agriculteurs et les acheteurs y trouvent leur compte. Mais ils viennent en deuxième priorité. C'est pas un mal. D'ailleurs, leur vocation, c'est d'être au service soit du marché, soit des agriculteurs. Donc, reconnaissons-le et avançons là-dessus. Merci Chuck. Est-ce que je peux dire quelque chose pour terminer ? Vas-y. C'est la première fois que je fais un podcast en France pour des agriculteurs français et j'en profite pour dire merci à beaucoup d'agriculteurs et d'agronomes, dont toi, Mathieu. Tu n'es pas agronome, Arnaud, mais merci. Frédéric Thomas, Franck Bechler et tant d'autres qu'on a pu côtoyer, tous les participants de notre programme aujourd'hui aux côtés duquel j'ai vraiment beaucoup appris, qui m'apportent des leçons d'humilité, mais aussi très enrichissantes intellectuellement tous les jours. Et pour moi, c'est vraiment ça qui fait que mon métier vaut la peine d'être vécu, c'est ce contact-là. Voilà, je suis très heureux d'être dans ce métier et de côtoyer ces personnes-là. Merci Chuck.